Mesdames et messieurs, bonsoir. 230 débats en région, plus de 300 émissions au total. France 3 se donne les moyens pour tenter d'éclairer votre choix dans ces élections législatives. 6e et dernier débat ce soir en Lorraine. J'aurai le plaisir de présenter cette émission aux côtés de celui dont la voix vous réveille dès 6h du matin. C'est notre confrère de France Bleu Sud-Lorraine, Mathieu Barbier. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Focus ce soir sur la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, c'est la circonscription de Toul. Mathieu, quels sont les enjeux dans cette élection ? Les enjeux, ils sont simples. C'est une circonscription qui est sous pavillon socialiste depuis 2 mandats avec Dominique Potier, mais en 2022, c'est une circonscription qui a mis en tête, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, alors qu'en 2017, les électeurs avaient choisi Emmanuel Macron. 80 000 inscrits, un peu plus de 100 000 habitants dans cette circonscription essentiellement rurale. Voilà pour la présentation. Il y en aura une autre d'ailleurs. Autour de la table, 5 candidats. Bonsoir à tous. Je vais commencer par présenter Julie Ricard pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Marie Cabrette pour Ensemble. Elle défendra les couleurs d'Emmanuel Macron dans ce scrutin. Ensuite, Yannick François pour Les Républicains. De l'autre côté de la table, il y a Philippe Moranvillier qui partira dans cette élection avec l'étiquette Rassemblement National. Il est apparenté Rassemblement National. Enfin, celui qui sera le defender de cette circonscription, le député sortant Dominique Potier, il partira sous la mention divers gauche. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. 5 candidats, 45 minutes pour s'exprimer. Autant dire que ça va passer très vite, Mathieu, et qu'on aura beaucoup de choses à dire. Avec des sujets autour de votre vie quotidienne, notamment celle des mobilités. L'A31, que proposeront les députés, ou la députée élue au ministre des Transports pour élargir cette A31 ou créer un nouveau barreau. Nous parlerons de la désertification médicale. Comment faire revenir les médecins dans vos campagnes, dans vos communes? Nous poserons évidemment toutes ces questions également liées au pouvoir d'achat, évidemment, puisque c'est votre priorité numéro 1. Et puis des questions politiques, des questions qui tiendront aussi à la refonte peut-être nécessaire des institutions. On verra l'avis de nos candidats. Dans l'ordre du tirage au sort, c'est la Benjamine de cette élection, Julie Ricard, sauf à ce que je me sois trompé. Vous êtes la Benjamine de cette élection. C'est Julie Ricard donc, qui a gagné le droit de s'exprimer en premier. Vous avez 25 ans, vous êtes professeur de lettres modernes, de français, donc, comme on disait à mon époque. Vous vous présentez au titre de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Pourquoi, à 25 ans, on fait le choix de s'engager derrière Éric Zemmour, qui est peut-être l'homme politique le plus clivant actuellement, le plus décrié, en tout cas celui qui fait le plus polémique au sein notamment de l'éducation nationale? Eh bien, donc, je représente Reconquête parce que ce parti m'offre la possibilité de défendre mes idées et mes valeurs et donne également cette possibilité à tous les Français patriotes qui aiment la France. Et en me présentant, je donne la possibilité aux gens qui sont honnêtes et intègres de voter pour des gens qui leur ressemblent. Alors, qu'est-ce qui, dans le programme d'Éric Zemmour, vous a motivé pour rejoindre les rangs d'Éric Zemmour? Il y a une thématique particulière que vous défendrez? Oui, plusieurs. Mais en tout cas, mon parti défend plusieurs priorités. Et celles qui me tiennent le plus à cœur, donc, ce serait par exemple la reconquête de l'excellence et de la prospérité de notre pays, en rénovant l'école et l'enseignement supérieur, en investissant dans la recherche, ou par exemple en décidant de reformer l'État et l'action publique, et également donc la reconquête de notre identité et de notre souveraineté. Et cela passera notamment par la défense de nos intérêts dans une Europe des nations et en rendant à la France sa place de puissance d'équilibre dans le monde. Le deuxième candidat à avoir été choisi par le tirage au sort, c'est Yannick François. Vous êtes ancien policier, vous dirigez une entreprise de formation dans le domaine de la sécurité intérieure. Comme Marie Cabrette et Julie Ricard, vous êtes novice en politique, c'est votre première campagne. Vous serez donc le candidat des Républicains. Je vais être taquin, c'est le score de Valérie Pécresse à la présidentielle qui vous a donné envie de vous présenter? Non. Le score, comme on dit, là, il est au niveau national. Là, on parle de local. Je veux dire, voilà, donc on est député de la nation, certes une fois élu, mais nous privilégions quand même la 5e circonscription. Donc les problèmes liés, comme on l'a souligné sur le transport, les déserts médicaux, la sécurité, qui est forcément au cœur de l'action. Donc moi, sur le programme des Républicains, ces sujets-là sont importants. Ressortent aussi, c'est ce qui ressort aussi sur les chiffres actuels en France, l'insécurité totale, le fait de manque de personnel soignant, la réintégration aussi pour moi qui serait un atout une fois si je suis élu de réintégrer ces personnels-là faute d'avoir été avoir eu le pass vaccinal. Donc voilà, donc je vois une France depuis 10 ans qui se meurt.
Voilà, je pense avec à l'avenir. la volonté de défendre surtout les thématiques liées à la sécurité qui sont votre domaine. C'est ça. Bon, il n'y a pas que la sécurité en France, hein, mais ça en fait partie parce que on a le souci maintenant, le prix des carburants qui est élevé, donc plus en plus de vols dans ce matière-là, où c'est qu'on touche aussi les domaines du routier comme les véhicules personnels. Donc voilà, donc ça touche forcément le pouvoir d'achat de tous. Et voilà, On en reparlera du pouvoir d'achat. Merci. Question de Mathieu. Marie Cabrette, vous êtes l'actuelle DRH de Charlie Hebdo. Vous êtes une femme engagée, pas dans le jeu politique, mais une femme engagée. En revanche, vous avez très peu de racines lorraines. D'ailleurs, vous ne les mettez pas en avant. Vous n'habitez pas la Lorraine. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi êtes venue ici ? Pour vous répondre, je voudrais rappeler le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de emmener le local à l'Assemblée nationale et de ramener l'Assemblée nationale sur le local. On vient de le dire, les problématiques des Françaises et des Français, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit la transition écologique, que ce soit la santé, que ce soit l'égalité des chances, c'est valable absolument dans tous les territoires. Il y a des spécificités, bien sûr, il faut en tenir compte, mais les sujets de préoccupation sont partout en France. Alors, quand on nous dit novice en politique, pas exactement, j'ai un parcours qui parle pour moi. Je suis effectivement DRH de Charlie Hebdo, je suis chroniqueuse en politique. Donc j'ai un solide bagage politique. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que nulle part en France, qui que ce soit, homme ou femme, n'a à se sentir intruse ou étrangère dans aucun territoire. Mais vous promettez aux 80 000 inscrits de la circonscription qu'à la fin de la campagne, vous connaîtrez ce territoire. Non seulement à la fin de la campagne, mais sur les 5 ans à venir. Vous habiterez ici si vous êtes élu ? Absolument. Ok. C'est une précision qui était certainement importante Absolument, pour oui, absolument. Oui. les électeurs. La quatrième personne en fait à être interrogée dans le cadre du tirage au sort, c'est Philippe Moranvilliers. Vous êtes bien connu sur ce territoire de la circonscription de Toul. Vous êtes l'ancien maire de Velay-Nanry. Vous avez été le suppléant de Nadine Morano à l'Assemblée nationale. Vous avez donc siégé de 2008 à 2012 à sa place lorsqu'elle était ministre. Vous avez été donc député de Feu l'UMP. Pour la législative 2017, vous étiez candidat pour LR, vous avez fait 10% au premier tour, puis vous avez fait un tour chez Debout la France et vous êtes donc aujourd'hui candidat pour le Rassemblement national. Voilà pour le CV. Alors là aussi, je vais être taquin, vous êtes la girouette de ce territoire ou c'est le vent politique qui a tourné ? Absolument pas. Mes idées sont strictement constantes depuis 22 ans, puisque je suis élu depuis 22 ans sur ce territoire, donc avec une forte expérience. Je suis la sensibilité gaulliste du Rassemblement national aujourd'hui. Je suis patriote et les thématiques que je défendrai sont les thématiques du pouvoir d'achat, de la sécurité, bien entendu, également des services publics et de la transition écologique. Il y a tant à faire et mon objectif est d'être très concret sur ce terrain avec une culture de résultats. C'est ce que j'ai déjà mis en place en tant que député entre 2008 et 2012 et c'est ce que je vais mettre en place une fois élu député dès le 19 juin. Alors c'est pas vous qui changez, ce sont les partis qui changent finalement. Effectivement, le parti UMP-LR a fait un virage fort vers le centre et la gauche. Nombreux sont les anciens élus UMP qui sont macronistes, malheureusement aujourd'hui, qui sont allés, comme on dit, à la gamelle. Et moi, je n'ai jamais changé d'idée. Je défends les territoires avec des idées gaullistes. Je défends le patriotisme, le localisme, l'économique, avec des résultats très concrets. Ça, c'est une grande marque différenciante en ce qui me concerne. La culture du résultat, la culture du résultat. Dominique Potier, vous êtes député sortant, socialiste. Vous avez le soutien de la NUP, la coalition de Jean-Luc Mélenchon, mais vous ne voulez pas de cette étiquette de la NUP. Alors ma question est simple, si je vote pour vous, je vote pour qui ? Vous votez pour un social-démocrate écologiste et européen. C'est très clair, j'ai pris l'étiquette divers gauche pour me différencier de cet accord avec lequel j'avais des réserves importantes. Je l'ai exprimé. Importante ou essentielle ? Qui me paraissait suffisamment importante pour marquer cette différence. Elle touche à la question de la désobéissance européenne, contre laquelle je m'inscris en faux, rapport à l'autorité républicaine. Et puis l'importance que j'accorde pour ma part, au-delà de l'action publique, à la capacité d'innovation et de coopération de la société civile pour engager les grandes transitions attendues. Ces grandes transitions, nous le savons, c'est 3 défis. Le dérèglement climatique, c'est celui de la lutte contre la pauvreté et le péril de la montée des totalitarismes tout autour de l'Europe. Mais là, encore, il faut être clair pour celles et ceux qui vont voter pour vous. Si vous êtes élu, vous siégerez dans quel bloc ? Je siégerai dans un groupe social-démocrate, écologiste et européen. Oui, mais s'il n'y a pas de groupe socialiste, par exemple ? Il y aura un groupe social-démocrate
appliquer le s'il juste n'y en a européen. pas, est-ce que vous iriez avec Mélenchon? Ou c'est impossible? C'est clair, l'accord prévoit la formation de 4 groupes parlementaires. Je suis certain qu'il y aura un groupe de centre-gauche et j'appartiendrai à ce groupe de centre-gauche. Voilà qui est dit. C'est une préoccupation importante et forte des Français qui est ressortie dans les sondages à la faveur de l'élection présidentielle. La question de l'organisation de notre système politique. Notre République est à bout de souffle. On l'a vu avec la période des Gilets jaunes. Faut-il changer nos institutions, le mode de fonctionnement de la Ve République, voire passer à la VIe République? En gros, comment rénover le dialogue et la confiance entre les citoyens et leurs élus? Question posée donc à nos invités. Philippe Morandvilliers, Marine Le Pen veut, elle, par exemple, mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Elle veut aussi mettre en place le scrutin proportionnel. Ça doit vous faire retourner le général dans sa tombe. Vous réclamiez tout à l'heure du général le scrutin proportionnel, c'était pas son truc. Vous êtes gaulliste, donc vous l'avez dit. Vous souscrivez à ces propositions de Marine Le Pen? Bien entendu, l'écoute des concitoyens est majeure de nos jours. Il y a un désamour de la politique et nous devons redonner envie de citoyenneté aux électeurs. Il faut absolument que tout le monde aille voter le 12 juin. Donc le référendum d'initiative citoyenne est une manière d'établir un diagnostic, de bien écouter la population pour ensuite mettre en place des actions puissantes et concrètes sur le terrain. La proportionnelle, d'autre part, me semble un pavé démocratique important. Penser que le Rassemblement national, aujourd'hui, qui va être la seule force d'opposition à Macron, n'avait que 7 députés à l'Assemblée nationale. Notre objectif est d'atteindre la 60aine et nous espérons qu'il y aura une proportionnelle un jour, car aujourd'hui, la démocratie n'est toujours pas au rendez-vous, mais nous faisons confiance aux électeurs qui vont mettre en place un très grand nombre de députés pour que nous soyons la seule force d'opposition à Macron et que nous puissions rendre leur pays et leur argent aux Français. Julie Ricard, vous appartenez à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui veut lui aussi redonner la parole au peuple, aux citoyens. En quoi vous vous différenciez du RN et de Philippe Morandvilliers? Eh bien, premièrement, Reconquête souhaitait faire l'union des droites, ce qui a été refusé par le RN, par Marine Le Pen notamment, malgré les injonctions des locaux à s'unir. Donc ça déjà, ça montre qu'il y a un vrai problème d'un point de vue démocratique, puisque les Français patriotes ne sont pas représentés. Et dans un autre temps, on se rend compte également que la démocratie ne marche pas, puisque le peuple élut quelqu'un qui décide de ne pas le représenter et qui passe plus de temps à parler et à faire très peu d'actions. Donc finalement, même changer le mode de désignation de notre président ne changerait rien si ce dernier n'a pas pour objectif de servir les intérêts du peuple. Éric Zemmour prône un recours accru au référendum, en gros. Oui. Donc en effet, le référendum serait une possibilité. En revanche, personnellement, je me pose plusieurs questions, puisque on se rappelle du référendum qu'on avait demandé aux Français, donc s'ils étaient pour ou contre l'Europe. En 2005. En 2005, oui. Et à la réponse du peuple qui a été non, finalement, nos dirigeants ont décidé, malgré tout, d'entrer dans l'Europe. Donc, Yannick François, vous êtes donc le représentant du parti gaulliste. La constitution du général, elle est obsolète aujourd'hui, elle a vécu, il faut changer cette Ve République? Non, c'est pas qu'il faut la changer. Il faut apporter des solutions maintenant concrètes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, voilà, on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Il faut vivre maintenant de l'avant. Il faut apporter des solutions concrètes, directes au niveau des Français. Ça passe par quoi? Par les référendums également, parce que je pense que les Français ont leur mot à dire. Hein. C'est eux qui votent aussi, hein, je veux dire, qui nous élient. Donc, à eux d'avoir le pouvoir, de pouvoir les consulter sur les projets de loi qui seraient soumis par l'opposition ou par le gouvernement actuel mis en place. Hein. Comme je vous dis, ça fait 10 ans déjà de gauche laxisme que nous traversons. On est reparti pour 5 ans. Et à un moment donné, donc, les Français saturent. Donc, il faut leur donner le pouvoir de décider, et à nous, élus, de pouvoir remonter ça à l'Assemblée et d'être une forte opposition à ce qui pourrait nuire ou dégrader encore plus le système français à l'heure d'aujourd'hui. Marie Cabrette, on a parlé de Parlement godillot pour qualifier la mandature qui vient de se terminer. Ça voulait dire un Parlement aux ordres d'un président tout-puissant. Est-ce qu'il faut redonner du pouvoir au Parlement? Est-ce qu'il faut rendre moins puissant le président de la République, le rendre responsable devant le Parlement? Ça passe par quoi, cette rénovation de la vie publique?
Précisément par des candidatures comme la mienne, des candidatures qui je l'ai dit, qui ne sont pas des professionnels de la vie politique sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans pour certains. C'est ce qu'on avait promis en 2017. Quand on parle de député Godillot, il y a pour moi comme une forme de mépris pour le travail parlementaire. J'entends les Françaises et les Français qui, sur le terrain, eux, ne parlent pas de députés Godillot, mais qui parlent de mesures concrètes qui les ont aidés, et notamment sur la crise Covid. Les entreprises qui ont été sauvées, les emplois qui ont été sauvés. Ça, ce sont des choses absolument concrètes que les Françaises et les Français relèvent et qu'ils nous racontent sur le terrain. La 6e République, ce n'est absolument pas leur sujet de préoccupation. Et d'ailleurs, on ne passe pas d'une République à une autre comme ça. Il y a quand même un certain nombre de règles et très concrètement aujourd'hui, on n'y est pas. Donc je pense que cette attitude méprisante à l'égard du travail des députés n'est pas à l'honneur de la politique. Alors quelle rénovation de la vie publique ? La rénovation de la vie publique et la réconciliation des Français, très exactement, avec la vie politique. Le président Macron avait proposé réduction, par exemple. Une réduction du nombre de députés, une réduction du nombre de députés d'une part, et puis la mise en place d'une dose de proportionnelle. Ça n'a pas été fait, ce sera fait durant ce quinquennat ? C'est en tout cas une discussion effectivement qu'il faut avoir. Rien n'est écrit encore, donc il faut avoir cette discussion et il faut répondre à cette question-là. Je vous rappelle qu'après la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des Françaises et des Français sur tout le territoire. Ça, c'est une consultation, un échange, et que de ces échanges, des solutions concrètes ont été apportées aux Françaises et aux Français. Dominique Potier, pareil, même question. Je vais vous poser la question, même si vous ne faites pas partie de la NUPES, de cet accord NUPES. Jean-Luc Mélenchon prône une 6e République. Il faut tout jeter de la 5e, inventer autre chose ou amender la 5e République ? Moi, tout d'abord, je voudrais m'inscrire dans les pas de Marie Cabrette. Il faut une refonte de la vie politique, elle passe par une incarnation. Pour ma part, j'étais agriculteur pendant plus d'un quart de siècle, ancré dans des milieux populaires, le monde du travail, dans une connaissance et une affinité avec ce territoire qui, pour moi, est un gage de renouvellement de la vie publique, je le pense profondément. Deuxièmement, il faut renouveler notre vie démocratique, elle est essoufflée, évidemment. L'abstention en témoigne, les votes extrêmes également. Donc cette rénovation de la vie politique, elle est fondée certainement sur une évolution de nos institutions. Moi, j'en vois au moins 3 qui me paraissent tout à fait à notre portée, qui peuvent être faites sans que ça soit une révolution, mais simplement une évolution souhaitable. La première, elle est celle du rôle du Parlement. En Allemagne, lorsqu'un ministre est mandaté pour négocier à l'échelon européen, il a un mandat du Parlement. Ce n'est pas le cas du tout en France. Donc, quand on voit l'importance des directives européennes et la force qui est celle de l'Europe aujourd'hui, je pense qu'il faut un mandat du Parlement, comme dans le système allemand, pour les négociations européennes. C'est une évolution qui est tout à fait à notre portée. Et globalement, il faut un renforcement du rôle du Parlement. Deuxième évolution souhaitable, c'est celle de la démocratie économique. Nous sommes aujourd'hui, notre imaginaire est envahi par les forces économiques, notamment celle de la publicité, et il est colonisé par cette publicité, et l'ensemble des évolutions de responsabilité sociale et environnementale font l'objet aujourd'hui d'un greenwashing, d'un social washing, d'une propagande qui n'est pas à la hauteur des enjeux contemporains. La question du langage est très importante. C'est redonner aux citoyens du pouvoir sur l'économie. Si on avait un impact score qui permette de mesurer la contribution des entreprises à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des fractures sociales, nous aurions la capacité, comme citoyens, par nos achats, par notre épargne, par nos collaborations à ces entreprises, d'influencer. Nous pourrions avoir une puissance publique qui ait un impôt sur la société qui soit indexé sur cet effort des entreprises, sur des critères élaborés par le Parlement. Autrement dit, redonner la rénovation part de la base, finalement. Mais bien sûr, redonner aux citoyens la capacité au Parlement, comme dans leur vie quotidienne, de peser sur l'économie et de ne pas être dans cette servitude de la publicité me paraît être une véritable révolution. Et puis enfin, la dernière, si vous permettez, c'est d'abord la sortie de l'individualisme contemporain, qui est une impasse mortifère. Il faut sortir de l'individualisme contemporain. Et moi, je suis très fier de venir de l'éducation populaire. De me battre pour l'éducation populaire. À côté de l'école et de la famille, il faut un tiers-lieu où grandissent la citoyenneté, l'amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et je suis fier, avec les forces armées de ce territoire, d'avoir créé les cadets de la défense, les ailes de la défense, qui aujourd'hui, sur la BA 133, ont accueilli 400 gamins de notre territoire. En un mot, oui ou non ? Plus de proportionnel ou on reste au scrutin ? Une part de proportionnel, mais je suis très attaché encore une fois, à la représentation d'un territoire et aux racines. On va passer à un autre thème important dans cette circonscription rurale, c'est le thème
de la désertification et de l'accès aux services publics. Et c'est Mathieu qui s'y colle. Oui, parce qu'il n'y a pas une personne qui nous regarde dans cette circonscription qui n'a pas un jour galéré pour aller retirer de l'argent dans un distributeur. Il faut parfois faire 10 ou 20 bornes pour acheter sa baguette, pour faire le plein. Donc les questions, elles sont simples. Et je ne vous parle pas de trouver un médecin. Donc on va commencer par exemple par Marie Cabrette. Si vous étiez face au ministre de la Santé, quelle proposition vous lui feriez pour les téléspectatrices et téléspectateurs de votre circonscription pour faire revenir les médecins dans vos campagnes? Ça commence par la revalorisation du travail de soignants. Le personnel soignant, je vous le rappelle, a été applaudi par la population entière pendant la crise Covid. L'implication, son énergie qui a été mise au service de toute la population a été plébiscitée par les Françaises et les Français. Alors il faut effectivement que ces métiers du soin, que ces métiers de la prévention, parce qu'il y a le soin mais il y a aussi la prévention, soient revalorisés. Ça passe par plusieurs étapes. Ça passe bien sûr, et ça a été le Ségur de la santé, ça passe par l'augmentation bien entendu salariale. 135 € net. Aussi l'augmentation, c'est aussi un accès aux soins le plus proche de soi. Alors on fait le quoi? plus proche vous de êtes soi. face au ministre, Il y a aussi des Françaises et des Français, et on l'a vu pendant la crise Covid, qui se sont servis d'Internet pour des consultations médicales. La télémédecine. De la télémédecine. C'est aussi une façon d'améliorer l'accès à la santé. Vous feriez en sorte de développer ça sur votre territoire si vous êtes élu? Oui, et c'est aussi de protéger les structures existantes, bien évidemment. Quand on voit qu'il y a encore une maternité, moi je dis qu'il faut protéger effectivement cet accès aux maternités pour les femmes, bien évidemment. Philippe Morandvilliers, pour le Rassemblement national. Les médecins, on les oblige à venir ou on les incite à venir? Si vous êtes député, vous faites quel choix? Les médecins locaux, déjà, il y a une première chose au niveau national, c'est que les études d'un médecin généraliste sont beaucoup trop longues, puisqu'un médecin généraliste doit passer par un internat et est devenu un spécialiste. Une quinzaine d'années pour faire une quinzaine d'années. Donc en amont, il faut déjà augmenter le numerus clausus. D'autre part, il faut... Pour un médecin généraliste... Ça a été fait, on a desserré en fait... Bien sûr, mais il faut l'accentuer. Ça veut dire quoi, réduire les études de médecine? Vous considérez qu'il y a 1 ou 2 années qui ne servent à rien? En général, pour un médecin généraliste, oui, je le pense, les études sont trop longues. Pas pour un spécialiste, mais on peut travailler en équipe. D'autre part, une des premières mesures que je proposerai au ministre, ça serait déjà de réintégrer les soignants suspendus, qui ont été suspendus par Madame Borne quand elle était ministre du Travail et de l'Insertion, avec une restitution salariale complète. Il faut que M. Macron arrête la casse sociale qu'il a pratiquée durant son mandat. On réintègre ces soignants, on les a applaudis à 20h. Ils travaillaient auparavant avec des sacs poubelles en termes de blouse. Maintenant, il faut les réintégrer. Mais ça ne ramène pas les médecins dans vos campagnes du Toulois. Alors, je réponds ensuite. Par exemple, là, en ce moment, les urgences de l'hôpital de Toul sont fermées momentanément. Donc, on manque cruellement de personnel. Comme beaucoup de services en France. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut augmenter le quota et réintégrer les personnels soignants qui ont été suspendus sans formation, sans salaire, avec restitution salariale. Pour les médecins de campagne, eh bien, ce que je vous propose, Monsieur Barbier, c'est tout simplement Pas moi, c'est celles et ceux qui nous regardent. Bien sûr, et l'ensemble des concitoyens de la 5, les 105 000 habitants de la 5. Ce que je leur propose, c'est de contractualiser, de conventionner avec les étudiants en médecine du CRU, qui sortent du Saintois, de Thiaucourt, du Toulois. On contractualise, on leur donne un salaire durant leur étude et en revanche, ils s'installent sur le secteur et pas sur d'autres grandes cités urbaines et ils restent 2, 3, 4, 5 ans à négocier concrètement dès le 19 juin avec le ministre de la Santé. Julie Ricard pour Reconquête. Alors, on sait que la grande fixation d'Éric Zemmour, pour pas dire l'obsession, c'est l'immigration, mais il y a aussi la relocalisation dont il parle beaucoup. Et encore une fois, pour celles et ceux qui nous regardent, qui habitent dans le Toulois, comment faire pour faire revenir, par exemple, les commerces? On a parlé des médecins, mais des commerces. Vous inciteriez, vous, financièrement, vous mobiliseriez les élus de votre territoire pour donner de l'argent à un boulanger pour s'installer, un boucher, un charcutier? Donc, pas forcément donner de l'argent, mais en tout cas, réfléchir à un système qui permettrait aux gens de rester dans les villes et les villes moyennes. Donc, par exemple, pour faire venir un boulanger, il faut qu'il y ait des gens qui viennent acheter leur pain chez eux. Donc, pour ce faire, Éric Zemmour proposait d'interdire la création de supermarchés à l'entrée des petites et moyennes villes et proposait également, pour faire revenir des gens, donc de délocaliser des bassins d'emploi de la fonction publique dans les zones rurales. Donc, ainsi, il y aura forcément plus d'habitants dans la ruralité et donc plus de consommateurs. Donc c'est un premier moyen. C'est un moyen de lutter contre la désertification et l'exode des populations. Oui, tout à fait, puisque les gens n'auront plus besoin d'aller à la ville
pour trouver des services et pour trouver un travail. Et en revanche, je rebondirais sur la négation de Madame Bray qui refuse la réintégration des soignants. Je n'ai pas pris position. C'est pas D'accord. C'est M. Moranvillier qui a parlé de la réintégration, mais Mme Brett n'a en aucun cas parlé de cette situation. Ouais, excusez-moi. Mais en tout cas, il me semble également évident qu'il faut réintégrer les soignants qui ont été suspendus. Cela permettra donc d'apporter davantage d'aides-soignants dans les petites villes, les petites ruralités, et donc forcément de permettre aux gens de rester sur place pour pouvoir se soigner et vivre dignement. Dominique Potier, vous êtes comptable de cette situation en milieu rural. Ça fait 8 ans que vous êtes, 10 ans que vous êtes député, j'ai un problème à compter. 10 ans que vous êtes député. Que feriez-vous dans ce prochain mandat que vous n'avez pas encore fait dans les 2 précédents mandats pour rendre votre territoire plus accueillant, si j'ose dire, même s'il l'est déjà? Pas d'idées fumeuses, hein, des travaux pratiques, c'est ce que nous faisons. Je vais compléter la question de mon camarade. Est-ce que vous vous sentez responsable de la baisse de la population? 0,2%, c'est pas énorme, mais la population a baissé dans cette circonscription entre 2013 et 2019. C'est le cas de l'ensemble du Sud Lorrain. Et c'est un défi absolument majeur. La démographie, c'est la vitalité, c'est la capacité à renouveler les générations et les talents sur un territoire. Cette baisse démographique est l'alerte numéro 1. Moi, quand je parle de réarmer le Sud-Lorrain, c'est que le Toulois, le Saintois, le Thiaucourtois, Neuf-Maisons doivent participer à ce réarmement économique, social et écologique du Sud-Lorrain. C'est absolument fondamental. Ça suppose une union sacrée. Ça suppose des élus qui se parlent entre la métropole du Grand Nancy et nos territoires. Ça suppose que sur le sillon lorrain, des coopérations nouvelles se développent. Et c'est l'ensemble de l'action sur laquelle je suis engagé dans différents domaines, qu'il s'agisse bien sûr des services publics ou de l'économie. Travaux pratiques sur les questions médicales. On a créé un contrat local de santé sur l'ensemble du territoire de la circonscription. Il a été en mode urgence pendant la période Covid. Et je me félicite aujourd'hui que grâce à la mobilisation des acteurs privés et publics, l'ARS du Grand Est ait souligné qu'on avait été un des territoires les plus performants. L'Agence régionale de santé, la Tout à fait, en matière de prévention, sur le dépistage, sur les vaccinations. Et dans ces dynamiques territoriales que nous avons voulu en proximité, à un quart d'heure de partout, un lieu de dépistage, un lieu de vaccination, se sont créées des communautés territoriales professionnelles de santé. Le territoire est quasiment couvert aujourd'hui. Nous avons 3 maisons médicales de santé. Donc nous sommes en train de nous réarmer. Il n'y a pas seulement l'IRM que nous avons obtenu au bout de 50 combats à l'hôpital de Toul. Il y a sur l'ensemble du territoire un maillage des services publics et privés qui s'organisent pas seulement pour soigner, mais pour prévenir. Yannick François, pour les Républicains, vous êtes installé, vous, dans l'ancienne usine Kléber, donc vous avez créé une entreprise dans une zone, justement, qui était au départ désindustrialisée. Vous, si vous étiez élu député, que proposeriez-vous pour le rendre votre territoire encore plus attractif? Vous direz Dominique Potier, qui considère qu'il l'est évidemment déjà. Alors déjà, c'est de faire revenir, c'est du développement économique et local. On parlait par rapport, je vais juste reprendre sur le fait des déserts médicaux sur les médecins. Mettre un médecin à chaque village, c'est impossible. Créer par contre des maisons médicales avec, comme il le fait, développer encore plus, aider nos élus. Comment financièrement vous iriez demander de l'argent pour financer ces maisons médicales? Les subventions à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas équitables à chaque commune. C'est un temps de travail qui est important administrativement, donc il faut pouvoir les soutenir, les aider et qu'ils soient en mesure d'avoir ces subventions-là pour le développement et justement de la création, comme vous l'avez si bien souligné, il n'y a pas de distributeur automatique. Moi j'habite à Bouc, tout petit village, il n'y a pas de distributeur de pain, il y a rien, c'est un peu un village dortoir, beaucoup de retraités. Donc après, il y a la mobilité également. On va en parler des mobilités. Voilà, mais après, je veux juste rebondir sur la télémédecine. Il y a combien, sur la 5e circonscription, de zones blanches? Combien sont équipés on va dire, par les non-retraités qui sont équipés... Comment on fait une téléconsultation sans accès à Internet, sans pouvoir avoir un ordinateur et... On voit déjà les démarches publiques, tout se passe maintenant sur Internet. Comment font-ils? Moi, c'est ça. Donc il faut trouver des solutions maintenant concrètes et rapides pour nos aînés. Donc sur ces problèmes-là, je vous dis, c'est des déserts médicaux comme les zones blanches. Non, il faut pallier à ça très rapidement. Autre thème, c'est évidemment celui du pouvoir d'achat. C'est la priorité numéro 1 des Français, avec une inflation supérieure à 5%. Avec Arnaud, un d'essence à 2 €, une baguette qui augmente, un papier toilette qui flambe. Bref, c'est la préoccupation essentielle des Français à l'heure actuelle, c'est le pouvoir d'achat. Alors, on est déjà très en retard dans ce débat, donc j'ai posé des questions mitraillettes, simples, et j'attends des réponses concrètes. Qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat? Question posée à la première intéressée puisqu'elle défend le gouvernement actuel. Marie Cabrette, qu'est-ce qu'on fait?
Alors non seulement je défends le gouvernement, mais je vais même vous annoncer que nous avons eu il y a 2 jours avec Madame Elisabeth Borne et tous les candidats de la majorité présidentielle un entretien à ce sujet-là. Parce que oui, les remontées de tous les territoires, la problématique du pouvoir d'achat revient absolument partout. Et je peux même vous annoncer que la première loi qui sera votée à l'Assemblée nationale, c'est une loi sur le pouvoir d'achat. C'est une loi de protection pour les Françaises et les Français les plus fragiles. Il y a eu déjà beaucoup de choses de fait. Vous l'avez rappelé, le chèque inflation, le chèque énergie, la remise de 18 centimes au litre à la pompe. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais je vais aussi rappeler que la France... Est-ce qu'on peut continuer ad vitam aeternam comme ça à creuser les déficits publics ? Alors non, on ne va pas creuser ad vitam aeternam les déficits publics, et ce d'autant plus qu'il y a des choses qui ne se décrètent pas. Quand je vois le programme de l'extrême gauche qui demande aux chefs d'entreprise, qui ne leur demande pas d'ailleurs, qui leur impose aux chefs d'entreprise un SMIG avec toutes les charges sociales qui va derrière, ça coûte 56 milliards d'euros. Qui va payer ? Qui va payer ? Donc non, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller dans ce sens-là. Il s'agit évidemment de limiter l'inflation. Je rappelle qu'effectivement, on est au taux de 5%. Pour ne prendre qu'un exemple, les Pays-Bas, on est à 12%. En Espagne, on est à 10%. Donc on voit bien que c'est un problème qui n'est pas franco-français, mais européen, et qu'il va encore falloir effectivement protéger les ménages les plus en difficulté et avec un certain nombre de mesures d'aide et de primes, bien évidemment. C'est donc cette loi que vous annoncez et qui devrait Absolument. être un des premiers travaux du Parlement. Absolument. Dès donc Qui ne la sera nouvelle pas mandature. voté par les opposants, on est bien d'accord. Yannick François, qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat ? On n'a pas entendu beaucoup les ténors de LR depuis l'élection présidentielle. Est-ce qu'on a une solution miracle ? Miracle, non, mais il y a des solutions à tout. Je vais juste rebondir, c'est que sous le quinquennat de M. Macron, 4 milliards de taxes sur les carburants et l'énergie en 2018. C'est quand même important. Donc après, on peut couvrir les personnes de chèques par-ci par-là, sauf que, comme on le souligne, c'est que ça augmente la dette publique. Qui va rembourser ? Et qui va faire des propositions chez Et vous voilà. Parce que vous ne les avez pas Par données contre, à Arnaud pour le moment. Ça serait intéressant de voir, de pouvoir descendre, déjà baisser les CSG pour augmenter les salaires et les revenus, et annuler la hausse de la CSG pour les retraités, déjà. Donc ça, Comment derrière on met des infirmières dans les hôpitaux ? En les recrutant, et puis on a fermé 20% Mais si on n'a plus des les lits. moyens de les recruter, c'est Les un personnes problème. dans les bureaux, ça fera des économies. Retirer plus de personnes dans les bureaux pour les mettre justement en service de soins continu. Un administratif va pas soigner quelqu'un qui souffre. Un administratif va pas aller dans les blocs avec une blouse pour soigner quelqu'un qui souffre de la Covid. Il y a beaucoup de personnel de bureau, on est bien d'accord. Donc ça fait des économies aussi, je veux dire, pour engager aussi. Donc vous supprimez d'infirmières. des personnels administratifs et vous créez des personnels sur le terrain. Sur le terrain, voilà. Pas de mesure de prime, pas de mesure en fait de réduction d'un certain nombre de taxes. Si, au niveau fiscalité, donc forcément, là, si on parle sur le fait au milieu rural de pouvoir les accompagner, faire peut-être la gratuité d'un loyer, le temps de l'installation, le temps de créer sa clientèle, on sait, et puis comme je dis, c'est bien d'avoir des aides au déplacement, mais ça va construire aussi une dette qui va être importante. Donc l'un dans l'autre, il faut trouver l'équilibre. Attention au déficit. Julie Ricard, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat des Français ? Est-ce qu'il faut faire d'ailleurs quelque chose pour le pouvoir d'achat ? Oui, il faut faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des Français. Et donc je rebondirai sur les propositions. Celui des enseignants ? Pas prioritairement en tout cas, mais oui, on peut en Ça va leur parler. plaire aussi à vos collègues. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, oui, la première chose à faire, ce serait de baisser les impôts. Et donc, comme l'a dit mon camarade, en effet... Ça a été fait sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Eh bien, en tout cas, on ne l'a pas vu, puisque quand on prend le temps de regarder nos fiches de paie, on se rend compte que l'écart entre le salaire brut et le salaire net est incroyablement grand et qu'en fait, on passe la moitié de l'année à travailler pour subvenir au train de vie de l'État. Donc, premièrement, ce serait de baisser les impôts en augmentant les salaires des travailleurs modestes. Donc, tous les petits salaires de 1 300 € jusqu'au SMIC pourront bénéficier de l'exonération de la CSG. Mais comment on reste compétitif pour les entreprises ? Comment on fait ? Les petits patrons, eux aussi, ils vivent l'inflation. Ça devient un cercle
vicieux. Éric Zemmour proposait également donc, de baisser les taxes pour les entreprises. Donc c'est tout aussi envisageable, et notamment aussi pour financer donc, ces mesures d'allègement des impôts. Donc également pour les petites retraites, il faut y penser. Ça permettrait de faire économiser aux petites retraites plus de 600 € en les exonérant de la CSG et de la CRDS. Et donc ceci est financé tout simplement en supprimant les aides non contributives qui sont allouées aux étrangers extra-européens. C'est décidément une marotte que vous avez. Tous les sujets sont liés en tout cas, à l'immigration. on est ici aux législatives françaises, et donc l'objectif, ce sont les Français. Donc si les Français ont des difficultés, il faut dans un premier temps s'occuper d'eux. Et après, on s'occupera des étrangers. Philippe Morvillier, on prend les sous des étrangers pour les donner aux Français. C'est aussi le credo du Rassemblement national. En revanche, on prend l'argent aux Français pour donner aux étrangers. On ne prend pas l'argent des étrangers. J'ai pas entendu ça, moi. Philippe Morvillier. Effectivement, on stoppe toute allocation à toute personne étrangère qui n'a pas cotisé pendant au moins 5 ans en France. Mais 2 préambules et 3 propositions. Monsieur Macron, durant son quinquennat, ça a été... Donc les étrangers sont les responsables, en fait, de la crise que l'on vit actuellement. Pas uniquement. Sous Emmanuel Macron, il y a eu 2 millions de nouveaux étrangers entrés sur notre sol. Donc nous stopperons effectivement l'immigration. C'est clair, net et précis. Mais là, on parle de pouvoir d'achat et de sujets économiques. Je voudrais en préambule dire que M. Macron a rajouté durant son quinquennat 1000 milliards d'impôts. Et la dette qu'il a accumulée est de 600 milliards en 5 ans. Notre position, l'axe, le cap que nous prendrons, il s'agira de réorienter notre économie vers le principe du localisme et du patriotisme économique. Et 3 propositions concrètes. Premièrement, nous baissons la TVA sur l'ensemble de l'énergie, les carburants, le gaz, l'électricité, le fioul. Nous la passons de 20% à 5,5%. Vous croyez que ça sera efficace ? Bien vous vous rappelez que dans la entendu. restauration, il y a une baisse de la TVA, le prix du steak et de l'entrecôte n'ont pas baissé. Mais là, ça sera cash, puisque nous passerons le carburant de 20 à 5,5%. Ça fera une quinzaine d'euros de moins par plein. Ça ne sera pas complètement suffisant. Ça sera déjà une première bonne mesure. Alors, il y a des études scientifiques qui démontrent que ce n'est pas efficace forcément. En 2 mots, pour terminer sur le pouvoir d'achat, baisse de la TVA Oui, sur les 100 produits phares. Un panier de 100 produits alimentaires et hygiéniques où nous ne mettons pas de TVA. Pour les jeunes également, nous exonérons les impôts sur leurs revenus pour les moins de 30 ans. La plupart n'en payent pas déjà. Oui, mais pour ceux qui en payent, c'est toujours trop. On va terminer. Une aide aux jeunes. Et dernier point, si je peux me permettre, pour les seniors, une indexation de la retraite sur le niveau de l'inflation qui est galopante sous Macron. Dominique Potier, le pouvoir d'achat, on fait quoi ? J'ai sillonné pendant 5 semaines les 180 communes de la circonscription. Et je peux vous dire que j'ai entendu le cri du peuple sur cette question du pouvoir d'achat. J'ai entendu de façon très concrète. C'est le plein de fuel à la rentrée pour des retraités modestes. C'est l'inquiétude de ceux qui font parfois 30, 40, 50 km pour aller au boulot et qui laissent la moitié de leur SMIC dans des conditions qui sont inhumaines. Donc cette question-là, elle rappelle des mesures d'urgence. Aucun Français cet été, et surtout cet automne et cet hiver, ne doit arbitrer entre se nourrir, se chauffer et se déplacer. Et pour ça, il faut effectivement des mesures de solidarité. Elles seront forcément des mesures de justice sociale et fiscale. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On ne va pas continuer à augmenter la dette comme ça. Donc il faut absolument qu'il y ait une justice sociale et fiscale qui s'implique. Moi, je vois 2 pistes. Des mesures, bien sûr, de rétablissement de l'ISF, d'impôt sur les très hauts patrimoines. Il n'y a pas une crise, la crise de la pandémie et la crise de l'Ukraine, qui peuvent être traversées sans qu'il y ait un effort de ceux qui sont aujourd'hui hyper privilégiés dans notre pays et qui contribuent le plus au dérèglement climatique. Comme Jean-Luc Mélenchon, au-dessus de 12 millions, vous prenez tout ? Non, je ne vais pas prendre de mesures précises. Qui n'est pas constitutionnelle, mais a priori, il y a absolument besoin. Je vais prendre une mesure qui n'est pas une mesure Mélenchon, qui est une mesure que je défends à l'Assemblée et qui, à mon avis, doit prospérer. C'est celle sur l'échelle des salaires. Aujourd'hui, il y a 90 000 Français qui gagnent plus que 12 fois le SMIC, qui en un mois gagnent plus que les autres en un an. Si simplement cet argent était redistribué, ces 9 milliards étaient redistribués à ceux qui sont les premiers de cordée, nous aurions un SMIC qui pourrait passer à 1 500 € à coût égal pour l'entreprise et à coût égal pour l'État, simplement en retrouvant une échelle des salaires qui soit proche de celle des années 80. Il faut sortir du néolibéralisme qui a déformé la part du capital et la part du travail et qui a créé une indécence dans l'échelle des salaires. Il faut simplement refaire de l'aménagement du territoire, il faut refaire de l'échelle des salaires, il faut refaire de la justice dans ce pays.
Je vous l'avais dit, ça passe très vite. On avait prévu de parler de la question de l'A31. Malheureusement, et comme depuis 30 ans, j'ai envie de dire, l'A31 va être encore la grande oubliée de cette émission. Et c'est dommage. On est donc presque au terme de cette émission. Il nous reste à entendre les candidats sur leur profession de foi. Avant de les écouter, selon les règles de l'ARCOM, l'ex-CSA, qui ont guidé toute l'organisation de ce débat, nous vous présentons les 4 autres candidats qui vont concourir dans cette élection. Tout d'abord, ils vont s'afficher Myriam Aubert pour Lutte ouvrière, Sophia Fayad pour l'Union des démocrates musulmans français, Corinne Penn pour Debout la France et enfin Elisabeth Schilder pour le Parti animaliste. Pour conclure, et selon le tirage au sort effectué au début de cette émission, je vous propose d'écouter nos invités. Alors on avait dit 30 secondes, on va vous laisser 45 secondes je pense, et on devrait être bien ensuite pour pouvoir conclure cette émission correctement. Celle qui a gagné le tirage au sort a le droit donc de s'exprimer pendant 45 secondes. C'est Julie Ricard. Julie Ricard, vous avez 45 secondes pour convaincre. Pour convaincre, très bien. Donc, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'en parler juste avant, en tout cas, moi, si je suis élue dans la circonscription, j'aurai à cœur de défendre le pouvoir d'achat des Français, donc en mettant en place des dispositifs locaux, comme des jardins partagés, qui permettront donc aux gens de cultiver eux-mêmes leurs légumes, par exemple, donc ça fera des économies. Et également, une autre mesure phare qui me tient à cœur, ce serait donc de défendre l'ouverture des trains de proximité, afin de rendre un peu plus de disponibilité pour les gens qui souhaitent aller travailler loin de chez eux. Et donc, si on vote pour moi, logiquement, la 31 ne serait peut-être plus un problème. Ah, comment vous faites ? Donc, en mettant l'accent sur les mesures pour ouvrir les trains et mener une politique de désenclavement par le train, et donc en réfléchissant très sérieusement à l'aménagement de la 31 bis. Ok. Le deuxième candidat à s'exprimer pour ces 45 secondes, c'est Yannick François pour les Républicains. Alors, comme vous le savez, moi je serai, si élu, je serai le député de proximité de la sécurité. Parce que la sécurité, pour moi, c'est très important. Je tiens d'ailleurs à rendre un petit hommage à Diane, une collègue policière de 28 ans qui a mis fin à ses jours hier, laissant 2 enfants en deuil avec toute sa famille et ses collègues de la PAF de Saint-Denis. J'ai pu rencontrer donc les services de gendarmerie, commissariat, qui sont cruellement en manque d'effectifs et de moyens, qui donc ne peuvent plus garantir notre sécurité sur la 5e circonscription, parce que manque d'effectifs. Donc moi je veux remettre de l'ordre dans le pays, mais surtout dans la circonscription, et de pouvoir accompagner tous, que ce soit les élus, les citoyens. Merci à vous. Le troisième candidat, c'est une candidate, c'est Marie Cabrette pour conclure. 45 secondes. Je suis une femme engagée en politique depuis longtemps. Je suis laïque, je suis féministe, je suis républicaine. Et mon destin a rencontré celui de la nation le 7 janvier 2015. Je suis sur la voie de l'universalisme et de l'humanisme. Et dans cette aventure politique, je suis accompagnée de Jean Lopez et Pierre Bonin, l'un chef d'entreprise, l'autre proviseur de lycée, l'un élu et l'autre maire. L'enjeu aujourd'hui, il est très simple. Nous avons 3 blocs politiques. 3 blocs politiques dont 2 ne sont que tumulte, vacarme, qui proposent la confrontation de tous contre tous, des Françaises et des Français. Je veux agir au sein de la majorité présidentielle pour le bien-être de tous, pour une société apaisée et un débat serein. Merci Marie Cabrette. 4e candidat, Philippe Moranvilliers, donc apparenté Rassemblement National. On vous écoute pour 45 secondes. Sur les 9 candidats sur cette 5e circonscription, nous ne sommes que 2 à avoir un parcours initiatique très fort. Je suis pour ma part élu depuis 22 ans sur ce territoire. J'habite Velaine-en-Haye, j'en ai été maire, j'ai été député. Je suis aujourd'hui conseiller régional Grand Est sur ce territoire et j'entends apporter du concret à mes concitoyens. Mettre en place cette expérience pour pouvoir légiférer, pour pouvoir représenter les concitoyens, pour pouvoir également contrôler ce gouvernement qui a fait tant de mal aux Français. J'entends par une action de terrain, j'étais encore hier soir à Vézelis, j'ai déjà jalonné toutes les communes de la 5e circonscription, Jaroué, Aroué, Jaillon, Aroué, Thiaucourt, 9 maisons, tous les Liverdins prochainement, pour pouvoir prouver que les actions, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité et les services publics. Merci. J'apporterai du structurel de manière très concrète au territoire.
Dominique Potier, il nous reste 1 minute, vous avez 45 secondes. Pour les mobilités, une écotaxe, évidemment, sur la frontière luxembourgeoise, ça va de soi, on se bat à l'Assemblée et on va l'obtenir, on va le faire avec le président de région, on en est sûr aujourd'hui, et 550 millions de crédits pour moderniser la 31 sur le tronçon sud, c'est fondamental. Rappelez quand même que l'essentiel, c'est de diminuer ce trafic routier. Chaque bateau grand format sur la Moselle canalisée, c'est 150 camions économisés en rouvrant le port de Neuf-Maisons, en agrandissant celui de Toul et en l'armant avec celui de Froire. Nous apportons des solutions à l'industrie qui est en train de se décarboner par ailleurs. Et c'est ça l'avenir du sud lorrain. Pour ce qui est du projet que je porte, partage de la terre, lutte contre les excès des multinationales, nous sommes pour une humanisation de la mondialisation, nous sommes pour la République et j'entends poursuivre ces combats enracinés dans ce territoire. Merci. Merci à vous Dominique Potier, merci à tous nos candidats de s'être écoutés, merci à Mathieu Barbier, merci à tous nos amis qui nous ont aidés, à Anna Mazer notamment, pour réaliser ce débat. Très belle soirée à toutes et à tous, au revoir. Au revoir.